mon meilleur jour. Quelques difficultés de concentration, je m'excuse d'avance si le sujet n'est pas fouillé et peut-être d'envergure, mais néanmoins je tenais quand même à faire quelque chose ce soir parce que je voudrais juste apporter ma pierre à l'édifice, parce que je pense que la discussion collective qu'on va avoir va être beaucoup plus riche que le fait que je parle seule. Donc le thème de ce soir, bienvenue à la réunion du groupe La Sociale, adhérente à la Fédération anarchiste. Donc on se proposait ce soir de discuter ensemble sur ce que fait le gouvernement en ce moment, et tout particulièrement sur la question de la protection sociale. Donc la protection sociale aussi bien côté sécurité sociale que côté chômage, donc assurance chômage. Plutôt que de faire tout un exposé sur d'où vient la protection sociale, ce qui est très intéressant, il n'y a pas de souci, plutôt que de parler du Conseil national de la résistance créateur de la sécurité sociale, plutôt que de refaire un peu l'histoire, j'ai choisi d'aller directement au point technique en fait. Directement exposer ce que Macron souhaite imposer. Alors, ce que Macron souhaite imposer, c'est pas Macron parce que Macron a décidé d'imposer un certain nombre de choses. Non, Macron est au service du patronat, bien évidemment. Et le patronat a des revendications depuis de nombreuses années, tout autant que le salariat peut avoir les siennes. Et ces revendications font écho auprès de Macron, c'est pas parce qu'il est président qu'il a écouté les revendications patronales, il a commencé bien avant. Et quand on se souvient à l'époque de Sarkozy, donc on est en 2007-2008, sous Sarkozy, il y avait une commission qui avait été créée, qui était à l'écoute du grand patronat et notamment du grand actionnariat, commission dirigée par Attali, et dont le rapporteur était Macron. Et dans ce rapport Attali, cette commission Attali, il y a un peu plus de 200 propositions patronales qui traversent tous les sujets de société et aussi la protection sociale. C'est d'ailleurs dans le rapport de la commission Attali qu'on peut voir que la santé est une manne financière absolument gigantesque pour le privé, pour l'actionnariat, pour toutes les sociétés capitalistes. Et c'est clairement dit. Donc Macron, arrivé maintenant au pouvoir, avait décliné dans son programme un ensemble de choses qu'il avait prévues pour la protection sociale, et particulièrement donc, pour la sécurité sociale d'une part et le chômage d'autre part. Pour la sécurité sociale, juste un rappel, hein, donc on est bien d'accord, la sécurité sociale c'est 4 branches, c'est la maladie, c'est la vieillesse, c'est les accidents du travail, maladies professionnelles, et la branche famille. Dans la protection sociale, il y a la sécurité sociale, mais il y a aussi l'assurance chômage. Et il y a aussi les retraites complémentaires qu'on peut associer à la sécurité sociale. Pour le financement de la protection sociale, je me doute que tout le monde sait plein de choses. C'est juste pour qu'on puisse se mettre à peu près au même niveau d'information, qu'on parte à peu près des mêmes informations pour aller un peu plus loin dans la réunion. Donc, la protection sociale, elle est financée non pas par l'État, non pas par des entreprises ou quoi que ce soit. La protection sociale, c'est des cotisations qui sont versées pour permettre des dépenses. Les cotisations, la capacité contributive est portée par les salariés et par les employeurs parce qu'il a été décidé, au moment de la création de la sécurité sociale, mais aussi de l'assurance chômage, que mon salaire, ma ligne brute, de mon bulletin de salaire, je ne la perçois pas, en fait. Il y a des cotisations qui sont assises sur mon salaire et qui sont ventilées à la sécurité sociale dans les 4 branches que je vous ai citées tout à l'heure, et dans l'assurance chômage, et dans la formation professionnelle, etc. Et donc ces cotisations, c'est la différence entre le brut et donc le net. C'est un salaire différé qu'on a accepté de ne pas percevoir tout de suite, mais de mettre dans le pot commun, d'où l'expression « chacun cotise en fonction de ses moyens et obtient en fonction de ses besoins ». Donc, les bulletins de salaire, je ne sais pas si tout le monde sait lire un bulletin de salaire, mais grosso modo,
Jusqu'au 1er janvier dernier, les bulletins de salaire étaient tous faits de la même manière. On avait le salaire de base, 151,67 €, c'est les fameux 35 heures, parce que en fait 35 heures multipliées par 4, ça ne marche pas, c'est un mois, c'est 4,33. Donc ça vous fait 151,67 €. À côté, on a notre taux horaire qui nous donne notre salaire brut. Bon, après, il y a différentes lignes, ça peut être pour la prime d'ancienneté, ça peut être là, par exemple, c'est les absences pour congés payés. Et là, c'est des frais de santé et droit, d'accord. Okay. Donc, un ensemble de lignes qui nous donne un total brut. Et ensuite, on avait nos cotisations sociales qui étaient particulièrement, alors, opaques pour certains, mais bon, quand on se donne la peine de chercher, on voit quand même à peu près à quoi ça correspond. Quand bien même, il y a beaucoup d'acronymes. Et on voit que les premières cotisations sont souvent pour la maladie. Donc on a des cotisations assises sur notre salaire qui sont dans la case salariale et dans la case patronale. Ensuite, après la maladie, on a la retraite, on a les actions du travail, maladie professionnelle, on a la famille. On retrouve les 4 branches de la sécurité sociale. On a l'assurance chômage, où les cotisations sont salariales et patronales. Et puis après, il y a les fameux impôts CSG, CRDS. Et je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc cet ensemble de cotisations sociales, quand bien même les salariés n'appréhendent pas tout à fait leur fiche de paye autant qu'on devrait l'appréhender, néanmoins les cotisations, elles existaient. On pouvait les voir et on savait combien était versé dans le régime de sécurité sociale, mais plus largement dans le régime de la protection sociale. Le principe de solidarité donc, existait sur notre fiche de paye. Depuis de nombreuses années, depuis quasiment la création de la sécurité sociale et au-delà de la protection sociale, le patronat n'a eu que de cesse que de revenir sur cet objet qui a été créé, en militant pour obtenir des exonérations, en expliquant que le coût du travail était important, et donc un certain nombre, je ne vais pas tout retracer, mais il y a eu un certain nombre de grandes lois emblématiques, souvenez-vous, 93, 2003, 2006, notamment par Fillon, où le gouvernement a accédé aux demandes du patronat d'exonération d'un certain nombre de cotisations sociales. Et donc, le patronat a été exonéré de verser dans le pot commun ces exonérations patronales, mais aussi, là, assez récemment, Sarkozy, puis maintenant Macron, exonère les salariés de cotisations dans la protection sociale. Donc, pire encore, j'ai envie de dire, pour couronner le tout, vous avez sans doute entendu parler du bulletin de paye simplifié. Le bulletin de paye simplifié, c'est uniquement, et ça fait bizarre, j'en ai pas amené là, ça fait vraiment bizarre, c'est un bulletin de paye vide, il y a juste la ligne de salaire brut. Et on ne sait absolument pas s'il y a des cotisations, si elles existent, et où elles sont versées. Avec la réforme de la formation professionnelle, qui est une loi qui remet, enfin ça aussi on aurait pu faire une réunion rien que sur ce thème-là, qui remet en cause tous les fondamentaux de la formation professionnelle, et notamment la gestion, etc. On ne peut même plus savoir, puisqu'on a le bulletin de paye simplifié, où on cotise pour aller, par exemple, bénéficier d'un fonds GESIF ou d'un fonds de formation pour obtenir donc une formation. Donc des cotisations salariales et patronales qui disparaissent du bulletin de paye et qui disparaissent dans le régime de sécurité sociale, qui disparaissent dans la protection sociale. Donc il y a cette problématique-là, couplée d'une autre problématique, puisque donc, les exonérations continuent et continueront, couplée d'une autre problématique qui est l'intervention de l'État dans les négociations entre salariés et patrons, puisque comme la protection sociale en général est gérée aujourd'hui moitié patronat, moitié salariat, je vous rappelle quand même que quand la Sécu avait été créée, c'était les 3/4 salariés et 1/4 patronat. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque de la création, le conseil d'administration, c'était nous qui l'élisions. Aujourd'hui, c'est l'État qui désigne. Voilà, donc il y a eu une vraie transformation de notre régime de protection sociale pour une mainmise, une grosse mainmise d'une part de l'État, et deuxièmement pour que les patrons puissent récupérer leur retard, en tout cas tout ce qu'ils n'avaient pas pu avoir. Je vous l'ai dit, je ne suis pas concentrée, j'espère que je vais quand même être assez structurée. Je reviens néanmoins sur les exonérations.
pour vous illustrer un tout petit peu cette intensité d'exonération des cotisations dans le régime, j'ai juste un exemple sur la sécurité sociale. Donc j'ai ma source est un rapport de 2016 de la sécurité sociale qui est disponible en ligne sur le site de la sécurité sociale et qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Donc les exonérations de cotisations, en 1990, la protection sociale était financée par 88% de cotisations. D'accord ? Et il y avait à peine 4% de taxes. Donc on est en 1990. En 98, on n'est plus qu'à 70 au lieu des 88. Et on est passé à 22% de taxes. On a fait un bond, c'est la création de la CSG, CRDS. 2006, on descend à 67% de cotisations. On est à 28% de taxes. Et là, en 2015, on n'est plus qu'à 65% des cotisations et 31% de taxes. Et ça, ces exonérations de cotisations, c'est pas seulement répondre à la demande du patronat qui est de le coût du travail le moins cher possible. Nous, on ne veut plus filer de pognon à la protection sociale, on veut des exonérations. C'est pas seulement ça, c'est aussi l'étatisation de la protection sociale. Puisque si on transforme les cotisations, enfin, soit elles n'existent plus, elles ne sont plus versées, soit elles sont compensées. Et si elles sont compensées par l'État, elles sont compensées par des impôts, par des taxes. Donc ça veut dire que l'État devient le plus gros financeur de la protection sociale. Et on sait exactement ce qu'ils vont en faire, puisque si l'État était riche, ça se saurait. Et forcément, il va soit à un moment dire bah, stop, c'est plus possible, le budget est explosé, donc on va vendre par petits bouts, c'est ce qui va arriver de toute façon, enfin, si on les laisse faire et s'ils continuent comme ça, ils vont vendre la protection sociale en fait aux assureurs privés, aux boîtes qui ont des actionnaires, eux, et au marché capitaliste. Donc voilà ce que je voulais dire sur les exonérations, c'était un exemple chiffré pour qu'on puisse bien s'en rendre compte. Donc au-delà de ça, il y a donc la baisse du coût du travail, la baisse des cotisations, enfin l'exonération des cotisations, mais au-delà de ça, Macron va plus loin et répond à une demande patronale et va agir sur les négociations entre les salariés et les patrons. Alors ça a toujours été le poids du gouvernement sur les partenaires sociaux, avec des guillemets, on va les appeler comme ça. L'État a toujours essayé d'agir sur la négociation, mais j'ai envie de dire pas à ce point-là. En tout cas, moi j'ai une petite vie, et si je regarde un petit peu en arrière, j'ai l'impression que ça s'est vraiment accéléré par Sarkozy. Au moment où les accords nationaux donc interprofessionnels ont été institutionnalisés dans le sens où ils devaient être le préalable à une loi. L'accord national interprofessionnel, c'est les organisations syndicales patronales et les organisations syndicales salariales qui se rencontrent, qui se réunissent, qui se mettent d'accord sur des grandes lignes. Et ensuite, le gouvernement légifère. Donc voilà, donc depuis Sarkozy, il y a une vraie accélération. C'est rentré dans le Code du travail, ça a été modifié dans le Code du travail. Et on sent d'autant plus qu'on devient co-gestionnaire, ou en tout cas on est pris dans les mailles entre l'État et le patron, bien que je pense que le patronat gouverne, enfin, incite fortement l'État à prendre des décisions dans son sens, surtout quand Macron est le grand ami des patrons. Donc, récemment, très récemment, le 25 octobre dernier, l'État a donné sa feuille de route pour la prochaine négociation d'assurance chômage. La négociation d'assurance chômage, c'est un peu particulier, on est quand même dans un truc assez particulier. La négociation de l'assurance chômage, c'est tous les 3 ans. La dernière a eu lieu en 2015, et donc 2018, c'était en février, il y a eu une négociation sur l'assurance chômage. Elle a déjà eu lieu, 22 février 2018. Il y a eu un accord qui s'est transformé sur une modification des règles UNEDIC. Je ne vais pas revenir dessus. Il n'y avait pas vraiment de raison qu'il y ait une nouvelle négociation. Mais Macron a décidé d'aller plus loin, d'appliquer son programme, et encore une fois, de servir le patronat, et oblige les partenaires sociaux à se remettre autour d'une table et à négocier. Il a donc donné un document, alors il les a reçus évidemment, et puis il leur a donné un document de cadrage. Un document qui fait 5 pages, que j'ai là si vous voulez le lire, il n'y a pas de souci, qui est là.
Voilà. Et donc il fait 5 pages et qui dit voilà la feuille de route pour la négociation. Vous avez 4 mois pour négocier. Donc début 2019, il y aura, parce que le MEDEF vient de dire qu'il y aura la table de négociation, je ne suis pas sûre que tous les syndicats, eux, aient répondu pour le moment, ils vont se revoir et ils vont négocier sur cette base-là. Après, donc sur cette base-là, c'est, à mon sens, une vraie révolution que ce document de cadrage. On a régulièrement vu la volonté du patronat de payer moins de cotisations, de fliquer un peu plus les chômeurs, de mettre en œuvre une certaine souplesse pour qu'ils puissent avoir des recours, des contrats courts, longs, peu importe, de la flexibilité, ça c'est clair. Néanmoins, là, je pense sincèrement que le document de cadrage qui a été donné est un vrai bouleversement, comme a l'habitude de faire Macron ces derniers temps. Je pense aux ordonnances Macron. Un vrai bouleversement dans l'assurance chômage. Moi, ce que j'en tire, je vais plutôt vous donner les quelques exemples techniques pour vous amener peut-être, comme moi, à la même conclusion, je ne sais pas. Première chose, ils partent d'un constat soi-disant partagé, qui n'est pas réellement, que, en fait, il y a trop de personnes qui bénéficient du chômage entre plusieurs contrats courts. Donc en fait, les gens aimeraient être au chômage, donc de temps en temps on bosserait, et de temps en temps on serait au chômage. Donc, pour endiguer ces personnes qui alterneraient entre contrats courts et période de chômage, il est proposé la suppression du rechargement des droits à 150 heures. Donc, quand on avait 150 heures de travail, vous pouvez prétendre à faire recharger ses droits, il en vise purement la suppression. Deuxième chose, comme il y a des gens qui reprennent une activité à temps partiel alors qu'avant ils étaient à temps plein, le chômage compensait et il y avait un complément d'activité. Et en fait, le constat du gouvernement, c'est de dire il y a quand même beaucoup de personnes qui sont incitées à reprendre des contrats à temps partiel et qui, en plus, avec le complément chômage, en fait, se reconstituent à temps plein. Mais ça, c'est un problème. Ça pèse sur les dépenses de l'assurance chômage, donc il en propose purement et simplement la suppression. C'est limité dans le temps, en plus, je crois, ça. Pardon ? C'est limité dans le temps, ça, je crois. Oui, en plus, c'est limité dans le temps, mais là, il en propose carrément la suppression. Il veut revenir sur le calcul du salaire journalier de référence. Donc c'est certes un ordinateur qui le fait, mais il y a une vraie formule de calcul pour le chômage pour savoir combien on touche chaque jour. Ce calcul de salaire journalier de référence, il est fait par rapport au temps qu'on a bossé. Et ça nous donne un montant d'allocation retour pour l'emploi qu'on multiplie par le nombre de jours qu'il y a dans le mois. C'est pour ça que chaque mois au chômage, on ne touche pas le même montant du chômage. L'État considère que ça inciterait, le calcul actuel, inciterait à fractionner des contrats à temps plein plutôt que de proposer des embauches à temps partiel. Donc du coup, il veut revenir sur le calcul du salaire journalier de référence pour que on puisse toucher moins chaque jour pour être incité à reprendre plus vite une activité, quand bien même elle serait à temps partiel, même sans le complément derrière. Ça nous inciterait donc à bosser pour le même prix, mais au moins on bosserait, ou un petit peu plus, mais au moins on bosserait, et il s'en fout que ce soit à temps partiel. Grosso modo, c'est ça. J'ai perdu personne. Ok. La troisième, ça c'est plutôt autour des compléments activité et de l'activité. La deuxième chose où il veut intervenir, c'est sur la différenciation des règles d'indemnisation. Avant, tu cotises, tu obtiens. C'était comme la Sécu, il n'y avait pas de différence. D'accord ? L'ouvrier ou le cadre, il cotise, il reçoit en fonction de ce qu'il a cotisé, en fonction de son dernier salaire. Et là, Macron nous explique, c'est pas le seul d'ailleurs, nous explique qu'il faudrait différencier parce que finalement, il y a quand même beaucoup de cadres qui touchent beaucoup de sous. Et que forcément, ça pénalise et ça pèse sur le budget de l'assurance chômage. Et donc, il veut s'attaquer aux cadres, enfin, c'est ce qu'on sous-entend dans le document de cadrage. Sauf que, du coup, j'ai été chercher les chiffres parce que les cadres, l'avantage des cadres, c'est qu'ils ont des gros salaires. Et donc, du coup, quand ils cotisent, c'est des grosses cotisations. D'accord ?
ils cotisent autant que les autres, je veux dire le pourcentage est le même que celui des ouvriers, jusqu'à 13 000 et quelques euros par mois. Donc autant vous dire qu'un cadre qui touche 10, 11, 12, 13 000 euros va avoir le même pourcentage, il va mettre pareil dans la tirelire commune, autant qu'un ouvrier, d'accord? Et donc forcément, quand il est au chômage, bah, il reçoit un niveau plus élevé. Donc j'ai été voir quels étaient les chômeurs qui touchent, par exemple, plus de 4 000 euros par mois. Donc des chômeurs, on est un peu moins de 6 millions, d'accord? J'ai plus mes chiffres. On est un peu moins, c'est ça, de 6 millions de chômeurs, on est d'accord. Ouais, c'est ça. J'en ai 3 millions 4, 5 millions 6. Voilà, je suis partie sur ces chiffres-là, 5 millions 6 de chômeurs. Il y en a 3 millions 4 qui sont sans emploi, vraiment aucun emploi. C'est la catégorie A. Il y en a un peu plus de 2 millions 100 qui sont en activité réduite, soit qui sont en activité partielle ou qui font en activité réduite. Il y en a environ 600 000 qui ne cherchent pas d'emploi. C'est pas non plus des masses. Hein. Ce sont des gens qui sont en contrat aidé, c'est des gens qui sont en formation professionnelle, ce sont des gens qui sont en arrêt maladie. Ça arrive aussi quand on est au chômage. Et donc j'ai cherché, parmi ces 5 600 000 personnes, combien touchent plus de 4 000 euros par mois. C'est ce qu'on considère comme un gros cadre. Ben, il y en a 20 000 chômeurs qui touchent au-dessus de 4 000 euros par mois. Voilà. Donc, bon, je vois pas très bien où on va faire les économies, à part plomber les cadres, je vois pas l'intérêt. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, donc, première chose, donc, agir sur l'activité temps plein, temps partiel, pour obliger les gens à reprendre des activités à temps partiel sans qu'il y ait de compensation. Deuxième chose, donc, je viens de vous le dire, c'est d'agir sur les règles d'indemnisation et sur les affaires des cadres. La troisième chose, ça va être d'accompagner les chômeurs. Alors, sur les règles d'accompagnement des chômeurs, ils ont trouvé formidable de faire deux grosses choses. Un, leur mettre un espèce de livret numérique. On avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un peu parlé de ça à l'époque où il y avait eu la loi sur la formation professionnelle et notamment le compte personnel de formation. Et on disait que dans le temps, il y a très longtemps, il y avait des livrets ouvriers, qui étaient le carnet où le salarié, enfin le patron notait le salarié où il était passé et donc les appréciations, etc. Et la formation, pour accéder au compte personnel de formation, il y avait un livret numérique qui allait s'ouvrir et en fait on voyait tous tes derniers salaires, comme ça tu savais combien tu allais pouvoir, l'organisme de formation savait combien tu allais pouvoir bénéficier en formation et donc du coup tu avais un espèce de suivi comme ça. Et bien là, ils nous inventent, mais ça va être un peu plus dramatique je pense que le reste, le livret numérique du chômeur, c'est-à-dire que c'est le livret dans lequel le chômeur va expliquer toutes les recherches d'emploi qu'il a faites. Donc sous-entendu, si tu n'as pas fait de recherche, si tu n'es pas en capacité de justifier ce que tu as fait, tu peux être radié ou être suspendu de tes allocations, etc. etc. Donc ça c'est la mesure d'accompagnement des chômeurs. Et la deuxième mesure d'accompagnement des chômeurs, enfin, il y en a encore une autre. Donc la deuxième mesure d'accompagnement des chômeurs, c'est l'offre raisonnable d'emploi. L'offre raisonnable d'emploi, alors elle existe déjà aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si au bout de 2 offres, si tu n'acceptes pas c'est au bout de 2 refus, donc si tu n'acceptes pas la 3e offre, aujourd'hui Pôle emploi peut tout à fait suspendre tes droits. Enfin, moi j'en ai rarement vu, ça peut arriver, hein, mais j'en ai rarement vu et c'est très très rarement appliqué. J'ai regardé bien au-delà de notre région Bretagne, j'ai été voir dans les autres régions, c'est très rarement appliqué. C'est pas le motif de radiation premier pour radier les chômeurs. Le motif, j'ouvre une parenthèse, le motif de radiation premier pour radier les chômeurs, c'est la non-présentation au rendez-vous. D'accord ? Mais c'est pas sur l'offre raisonnable. Là, dans la lettre de cadrage, c'est d'expliquer que on va faire un peu comme les échelles de sanctions. De refus, tu es radié 2 mois. À la fin de tes allocations chômage, si tu n'as pas retrouvé de travail, normalement tu peux récupérer ces 2 mois-là. Au 2e manquement, on te radie à nouveau 2 mois. Mais cette fois-ci, tu ne pourras pas les récupérer à la fin de ton temps de chômage. Et au 3e manquement, tu as 4 mois de radiation. Et là, tu ne récupères pas du tout tes allocations chômage.
Donc ça, c'est la deuxième mesure d'accompagnement, c'est très social. Et la troisième mesure, c'est de dire qu'on va faire plus de contrôles. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 contrôles par an des chômeurs, de savoir si effectivement si le chômage s'est pas fait gruger, à savoir quelqu'un qui bosse mais qui ne le déclare pas, etc., etc. Donc il y avait environ 200 contrôles par an. Là, on passe à 600 l'année prochaine et à plus de 1000 en 2020. Donc ça, ce sont les mesures d'accompagnement. Donc tant sur le financement que sur l'accompagnement, il n'y a rien de social, ça, on n'est pas étonné, mais c'est une vraie révolution dans le mauvais sens du terme, bien entendu. Je pense que vous l'aurez tous compris. Je pense que, en plus, le patronat a une garantie là-dedans, parce qu'entre deux phrases, il est placé, je vais vous la lire, il est placé parce que le patronat, il a peur d'être sanctionné sur les histoires de contrats courts, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais le gouvernement a bien expliqué, et il a bien mis dans sa lettre de cadrage, que certes, il y a un problème de coût de gestion de la main-d'œuvre et de la répartition de la main-d'œuvre dans les entreprises, mais qu'il faudra que les partenaires sociaux la corrigent, donc cette mauvaise gestion, sans alourdir le niveau global des cotisations. Donc en fait, on explique au patronat déjà, aujourd'hui, qu'il n'y aura pas d'augmentation de cotisation, et qu'au pire, on leur reventilera leurs cotisations, mais surtout, eux ne cotiseront pas plus. Voilà. Je vous ai lu l'intégralité de la lettre de cadrage, c'est-à-dire que je n'ai pas pris les pires choses qu'il y a dans le document de cadrage. Je vous ai énoncé tout ce qui est prévu. J'ai rien trouvé d'autre qui puisse être bien, même un tout petit peu bien, ou un tout petit peu social. Non, je vous ai vraiment énoncé les mesures telles qu'elles sont prévues par Macron, en tout cas, et qui vont être relayées par le patronat. Alors ce que j'en tire, moi, et ce qu'on devine, c'est qu'on nous explique, ça fait un peu comme l'Allemagne, mais il y a bien d'autres pays comme ça, où en fait il faut réduire absolument le taux de chômage, mais peu importe comment les gens bossent derrière. C'est-à-dire que là, on voit très clairement que ce qui ressort, c'est tu prends un travail à temps partiel, mais tu as un travail, donc tu n'es plus chômeur. Parce que si tu n'as plus de compensation pour essayer de réobtenir au moins le niveau d'un temps plein ou un petit peu plus. Avec des travailleurs qui dorment dans la rue, quoi. C'est ça. Si tu peux plus recharger tes droits à partir de 150 heures, ou même si on supprime ce plafond-là, enfin ce déclenchement-là, bah évidemment, ouais, c'est que du travail précaire ou du travail à temps très partiel, mais tu ne seras plus chômeur. Et c'est tout ce qui compte. Sinon, dans la rue, t'as plus qu'à traverser. Tu vois celui qui vient d'à côté. C'est boulot dodo, quoi. On enlève le métro. C'est ça. Donc la dernière chose dont j'ai pas vraiment parlé, mais parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une disposition, mais qui n'est pas dans le document de cadrage, mais j'en parle quand même. C'est la disposition qui prévoit l'allocation chômage pour les démissionnaires et pour les indépendants. En fait, c'est parce que le débat a eu lieu bien plus tôt, puisque c'est dans le cadre de la loi Avenir professionnel, que Macron a décidé ça. Par contre, il n'a pas encore donné les moyens d'eux. C'est-à-dire qu'on sait que les démissionnaires et les indépendants vont avoir le droit au chômage, mais on ne sait pas exactement combien. Donc là, les partenaires sociaux vont devoir discuter et négocier. A priori, ce qu'ils proposent, c'est le démissionnaire doit avoir 5 ans d'ancienne... 5 ans d'activité, c'est ça. Il doit avoir eu 5 ans d'activité et présenter à Pôle emploi un projet de création d'entreprise ou un projet de salariat, sous-entendu auto-entrepreneur, que sais-je, qui soit suivi par Pôle emploi pour avoir le droit au chômage. Et les indépendants, pas de souci, il faut une liquidation ou un redressement judiciaire et ils pourront avoir... enfin, je la fais un peu synthétique, mais ils vont pouvoir avoir le droit au chômage et donc ça, c'est calculé de telle manière à ce qu'ils puissent pouvoir en bénéficier alors que les indépendants, je vous le rappelle, ne cotisent pas au chômage. Ils cotisent déjà à peine à la sécurité sociale, donc... Enfin, c'était sur le biais du RSI, mais le RSI a été avalé par la sécurité sociale. Est-ce que c'est... Je sais pas, j'ai toujours entendu dire, mais est-ce que ça s'est avéré que... du fait du régime déficitaire du RSI, le régime salarial avait abondé puisque ça y est. Alors c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est le régime général qui a absorbé le RSI. Et les régimes spéciaux. Il y a aussi les régimes spéciaux. Et la plupart des régimes spéciaux. En fait, il faut savoir que, là on ouvre une petite parenthèse, mais dans la sécurité sociale, donc il y a le régime de base, et puis il y a les autres régimes.
Mais la MSA, non, c'est pas un bon exemple. On va garder le RSI. En fait, la caisse de sécurité sociale, qui est la COS, qui gère financièrement le budget, c'est elle qui fait les lignes de compte, et c'est elle qui fait les chèques de trésorerie, et ben, elle a absorbé le RSI, et ça fait bien longtemps déjà qu'elle payait pour le RSI. Là, il a été absorbé, mais en fait, ça y est, ils ont enfin confondu les deux. Je suis désolée, je manque de vocabulaire ce soir, c'est terrible. Ça a été fusionné, mais en fait, c'était déjà latent depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de régimes comme ça que la sécurité sociale a absorbé. C'est pour ça que le trou de la sécu, ça fait bien marrer. Des fois on est en trou, des fois on est en excédent. Un petit mot quand même sur justement l'assurance chômage. Depuis 2009, c'est un déficit chronique, hein, l'assurance chômage. 2009-2019, c'est déficitaire. Et là, en fait, on commence à voir le jour et à voir... Alors, quand je dis déficitaire, c'est-à-dire que, vous savez, comptablement, on fait un exercice d'une année à l'autre. Donc, on regarde les recettes, on regarde les dépenses, et on peut avoir une année soit déficitaire, soit à l'équilibre, soit excédentaire. Ça n'a rien à voir avec la dette, la pseudo-dette, qui, elle, reste et qui est reportée chaque année. Je parle juste d'exercice. Donc, à partir de 2009, où c'est vraiment la crise... avec des grands guillemets, je mets des guillemets surtout, mais bon. Le régime est déficitaire, et là, on commence à arriver à l'équilibre, pour tout un tas de raisons, parce que la croissance revient, parce qu'il y a plus d'emplois, et il faut savoir que, oui, la croissance, elle revient vraiment à partir de cette année, là, il y a une reprise du travail et du salariat. On reste toujours avec 35 milliards de dettes. Ça, c'est toujours existant. Ouais. Je me permets d'intervenir parce que, en fait, effectivement, on voit que je travaille dans le bâtiment, hein, le travail, on voit que ça repart, on est plutôt chargé, on va dire, en ce moment. Par contre, en parallèle, l'État s'inquiète un peu du nombre d'arrêts maladie et d'accidents du travail, parce qu'on en a de plus en plus là, ces derniers temps. Et est-ce que tout ça, ça ne fait pas basculer la balance un peu à l'inverse de... parce que là aussi on retrouve un espèce d'équilibre. Moi j'ai l'impression que c'est bien précaire cet équilibre-là. Ouais. Alors, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu particulier parce que les accidents du travail, maladie professionnelle, c'est la seule caisse de toute la protection sociale qui est excédentaire. C'est-à-dire que les cotisations pour accidents du travail et maladie professionnelle sont élevées, enfin, il y a un certain montant de toute cotisation. Et à chaque fois qu'il y a un accident du travail, l'entreprise était pénalisée. Donc, il rentrait des sous dans les caisses. Et c'est vrai que pendant des années et des années et des années, les gens, les salariés ne déclaraient pas forcément leurs accidents du travail, ou ils n'étaient pas aussi nombreux. Il y avait... le travail était dangereux avant, mais il y avait des équipements de protection. Alors, qu'on met pas, j'entends toutes les difficultés autour des équipements de protection, je sais que c'est pas si simple. Mais n'empêche que le travail était... on savait ce qui était dangereux et ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, dans les accidents du travail, il y a toute la souffrance au travail. Il y a tout ce qui va être harcèlement et dépression quand c'est lié au travail, quand on arrive à le faire reconnaître en accident du travail, parce que ça s'est passé sur le lieu de travail, ou les maladies professionnelles qui se sont développées parce qu'il y a une meilleure connaissance médicale, de recherche, etc. Donc là, effectivement, ça explose. Et donc c'est une caisse qui risque d'être déficitaire, mais j'ai envie de te dire, ils ont déjà tapé dedans. Parce que c'était une caisse excédentaire, l'État a déjà tapé dans cette caisse. Donc sur la ligne de compte, on sait qu'elle est excédentaire, mais dans le fond de caisse, il y a déjà plus de choses. Les thunes de la protection sociale, c'est dans le budget de l'État. Les thunes de la protection sociale, c'est 1,6 fois le budget de l'État. C'est énorme. Énorme. Une manne financière énorme. Que ce soit la dette ou les thunes qui circulent. Parce que la dette, on sait tous qu'ils peuvent la racheter, enfin, vous voyez, à peu près comme ça. Faut pas que je m'écarte de mon sujet. Voilà à peu près sur le chômage. Ce que je pouvais vous dire, en tout cas, des dernières actualités. Donc, 25 octobre, la lettre de cadrage. Là, on s'engage sur les affaires de négociation. On verra ce qu'il en sortira. Je vous laisse imaginer à peu près ce
ce qui peut en sortir, on verra aussi qui signera, on verra ce que le paritarisme, malade, pas malade, ce qu'il en sortira. Pour les perspectives, je pense que je passerai bien sur la retraite et ensuite peut-être voir sur des perspectives au-delà de ce qu'on nous fait subir, ce qu'il est peut-être possible de faire. Quelques mots sur la retraite. La retraite, c'est le sujet qui va arriver, alors qu'aurait dû arriver là cet automne, mais qui a été repoussé pour tout un tas de raisons, peu importe. Enfin, je sais pas, peu importe, mais je passe. Donc c'est un sujet qui va arriver sur la table plutôt au printemps 2019. Ce qui nous laisse 4 mois quand même pour réagir. Et ce qui est plutôt pas mal. Enfin, moi qui milite dans un syndicat, j'ai bien envie de leur foutre des coups de pied au cul en disant on a 4 mois. Si on se bouge le cul, on peut peut-être faire quelque chose. Je fais encore partie de ces gens qui pensent que c'est possible. Donc sur la retraite. La retraite. Je ne vais pas vous faire non plus